le président Gbagbo n'a-t-il pas engagé les moyens de l'État Vous savez que depuis novembre 2004, le pays était placé sous embargo. Mais en dépit de cet embargo, nous avons pu équiper nos armées de matériel et de ce qu'il fallait faire. Vous savez, je pense que le président Gbagbo, je le disais tout à l'heure, a choisi la posture du pacifiste. Autrement, on aurait eu une guerre civile absurde. C'est une guerre civile. Qui dit pas son nom, c'est une guerre civile. Non, là c'est une puissance étrangère qui nous attaque et qui arme des soldats qui sous-traitent la guerre de la France. C'est totalement différent. Vous savez, un militaire français a lui-même fait la confidence suivante. Il a dit, s'il fallait laisser les soldats de M. Ouattara mener le combat, il sera encore à la forêt du Banco, c'est-à-dire à l'entrée d'Abidjan, enfin pas loin. Ce n'était pas une armée structurée. L'armée ivoirienne, moi je le dis ici, je ne suis pas un militaire, mais je m'intéresse à ces choses-là. Et je sais que c'est une armée professionnelle. C'est une armée qui était en capacité de prendre l'avantage sur la rébellion et qui, le 9 avril 2011, était en train de mener des opérations de ratissage à Abidjan pour ensuite envisager la reconquête des villes de l'intérieur du pays. C'est ce que la France a compris. Mais qu'a-t-elle décidé? Déjà de réduire la capacité militaire de l'armée ivoirienne. Sous le prétexte de chercher des armes lourdes. Elle est allée, l'armée française est allée détruire les casernes militaires. Aujourd'hui, Ouattara peut bien prétendre à un accord de défense avec la France parce qu'il n'y a plus d'armement appartenant à l'État de Côte d'Ivoire, un État même de fonctionnaires. Les chars, les VLB, tout a été détruit. Même les hélicoptères de combat que nous avions. Tout a été détruit. Le président Gbagbo a fait ce qu'il fallait faire et a eu la posture qu'il fallait avoir dans ce moment précis. Maintenant, en ce qui concerne M. Ouattara et sa prise du pouvoir par le coup d'État, la situation est confuse en Côte d'Ivoire. Il y a une société qui apparemment vit bien l'arrivée au pouvoir de M. Ouattara, mais qui est essentiellement constituée des rebelles qu'il a transportés sur le territoire d'Abidjan. Il y a une insécurité qui règne. Les militants du parti du président vivent dans la clandestinité ou sont en exil à l'étranger, au Ghana par exemple, à Accra, ou à Lomé, ou à Cotonou. Autrement, ils se feraient assassiner.
J'ai appris tout à l'heure en venant ici l'assassinat d'un ami journaliste qui travaillait pour un journal pro-Gbagbo. Et il a été assassiné le 8 mai. Il a été trouvé à son domicile sur dénonciation. Donc, voilà. Et il a été assassiné parce que il a des opinions politiques proches du camp du président Gbagbo. Donc, ce sont des problèmes encore plus nombreux que nous avions connus avant le 11 avril, qui s'annoncent pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Parce que là où la communauté internationale se trompe, en Côte d'Ivoire comme ailleurs, elle pense que en déversant des centaines de millions d'euros ou de dollars dans un pays, alors il va y avoir la paix. En Côte d'Ivoire, une très grave injustice a été commise. L'histoire a été falsifiée. La communauté internationale, menée par la France principalement, a fait un coup d'État contre un pouvoir légitimement établi. Et cette même communauté internationale ferme les yeux sur les massacres qui ont lieu. 29 mars ou 30 mars à Diokoué, près de 1000 personnes ont été assassinées. À Abidjan, c'est la chasse à l'homme. Et aujourd'hui, il va falloir qu'une solution soit trouvée à cela. Toutes ces personnes qui sont en exil, quelle garantie leur donne-t-on si elles acceptaient de revenir ou elles décidaient de revenir en Côte d'Ivoire? Donc c'est cela aujourd'hui la situation. Elle est très volatile. Nous sommes dans une période d'incertitude. Et il faut craindre de nouvelles instabilités. Ok.